Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Dernier jour d'activité pour le secteur de l'Horeca avant un mois de fermeture. Dernières heures même pour les établissements qui proposent des petits déjeuners et des brunchs. Des réunions politiques ont d'ailleurs lieu ce dimanche pour discuter des aides à apporter au secteur. Reportage également au Salon de l'énergie et de l'habitat à Namur. C'est l'un des seuls grands salons publics à être organisé depuis le début de la crise. Nous verrons comment on tente d'y respecter les règles sanitaires. La France, elle, a entamé officiellement sa période de couvre-feu. Depuis hier soir, il est interdit de circuler dans les grandes villes françaises après 21h. Des manifestations pour protester contre ces mesures ont eu lieu à Paris et à Marseille. Nous irons également aux États-Unis. Nous sommes à 16 jours de l'élection présidentielle et des milliers de femmes ont manifesté hier pour protester contre Donald Trump. Enfin, nous reviendrons sur le choc de la 9e journée de championnat de football. Le Standard et Bruges se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Bonjour à tous. Dans quelques heures, les établissements Horeca vont donc devoir fermer leurs portes pendant un mois au moins. Pour certains d'entre eux, le dernier service a d'ailleurs lieu en ce moment même. Après, ce sera le grand saut vers l'inconnu. Reportage Alison Delpierre. C'est un jour particulier pour Loïc. Demain, c'est son anniversaire. Et donc aujourd'hui, la dernière possibilité de fêter cela au resto. Demain, il fête ses 25 ans, alors je voulais quand même faire un truc. Et comme on ne peut pas être plus que 10 ou quoi, voilà, on a juste choisi un petit comité. Souligner le fait que c'était important de venir une dernière fois pour l'aspect social et également pour un dernier gros coup de pouce au secteur de l'Horeca qui en a bien besoin. Donc voilà, c'était important. Mais avec ou sans quelque chose à fêter, tous ont eu la même envie ce matin, venir profiter d'un dernier brunch. Je me suis dit autant marquer le coup, c'est une dernière fois, autant profiter d'un bon brunch dans un bon cadre, avec des bonnes séparations entre les tables et avec ma copine. Donc voilà, c'est parfait. Au final, on ne sait même pas si ça va durer plus qu'un mois ou pas. Pour nous, c'était quand même important de profiter une dernière fois. Je me suis dit qu'avant une plongée dans le désert et par soutien aussi pour le secteur qui est quand même déjà très touché, on s'est dit que c'était sympa de venir en profiter. Ce restaurant affichait d'ailleurs complet et pour la gérante, c'est l'incompréhension. C'est trop court pour fermer un restaurant. On a des chambres froides qui sont remplies. Tout ça, c'est du gaspillage en plus. Et c'est frustrant d'être toujours prévenu comme ça en dernière minute et de ne pas avoir de concertation en fait, avec le secteur avant même de prendre une décision. Dans cet autre établissement, on encaisse aussi le choc. Ouvert il y a quelques semaines seulement, cette annonce inquiète encore plus. On met énormément d'énergie, énormément d'émotions, d'amour dans tout ce projet. Et puis tout s'arrête en un coup et donc évidemment c'est pas facile de faire face à ça. Je pense que nos voisins français par exemple avaient pris des mesures qui auraient pu nous permettre de continuer quand même à travailler dans des conditions difficiles certes, mais quand même de pouvoir faire un petit peu de chiffre. Mais certains clients semblent décidés à soutenir comme ils peuvent les restaurants. On est venu profiter d'un dernier brunch. Je pense que ce soir, on va encore profiter d'un dernier dîner. Je pense qu'on commande au moins une fois par semaine maintenant. Pendant le lockdown, la dernière fois, on a fait la même chose pour quand même les soutenir un peu. Donc on va continuer à faire ça. Tous espèrent pouvoir rouvrir rapidement. En attendant, les restaurateurs vont s'organiser comme ils peuvent pour limiter la casse. Et justement, des représentants de l'Horeca et d'autres secteurs sont reçus ce dimanche par les ministres compétents. Ils veulent notamment des précisions sur cette aide de 500 millions d'euros annoncée par le fédéral. Bonjour Rachel Crivellaro, vous suivez ces réunions pour nous. Bonjour. Dans quel climat ont-elles lieu ? Écoutez, on va dire un climat plutôt constructif et pour cause, on n'en est plus au stade de remettre en cause le bien fondé de cette fermeture de 4 semaines pour l'Horeca pour tenter d'endiguer la circulation du virus, mais plutôt de voir dans quelle mesure il est encore possible de limiter la casse pour les différents secteurs concernés par ces restrictions. C'est le sens de ces rencontres qui ont été organisées ce matin ici à la Chambre entre les ministres d'Hermagne et Clarinval avec les différents représentants du secteur, leur expliquer comment seront distribuées une enveloppe extraordinaire
extraordinaire de 500 millions d'aides pour venir en aide au secteur. Des aides qui vont concerner le secteur HoReCa, mais également le secteur forain et événementiel. Et à la sortie de la rencontre avec le secteur HoReCa, on a senti un soulagement assez palpable, un soulagement à court terme. Les différentes mesures qui sont sur la table pourraient être en mesure de soulager le secteur pendant au moins un mois. Je vous les rappelle, il s'agit d'une exonération des charges patronales, il s'agit d'un doublement du droit passerelle ou encore d'assurer le paiement des primes de fin d'année par l'État. Donc un soulagement à court terme pour le secteur. Mais pour autant, ce secteur HoReCa n'est absolument pas rassuré sur le moyen terme et à l'avenir. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions que nous avons pu recueillir. C'est avec Béatrice Louis. On n'est pas encore sauvé, donc on est sur la bonne voie. Nous avons toujours peur de la survie de notre secteur, mais je pense que le message est passé. Ils ont bien compris qu'ils doivent nous aider. C'est jamais assez. Malheureusement, ce sera jamais assez. Il faut savoir qu'il y a plein d'entrepreneurs, d'indépendants et d'entrepreneurs qui sont en détresse aujourd'hui, ils sont fermés, ils n'ont pas d'autres revenus. Donc voilà, le double droit passerelle, ça c'est acquis. Ça va être mis dans un arrêté ministériel incessamment sous peu. Donc ça sera déjà une bonne chose. Mais donc voilà, il faut maintenant qu'on puisse retravailler le plus vite possible. Pour le mois à venir, ce sera suffisant. Effectivement, c'est quelque chose de positif. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le lockdown des restos va durer pendant un mois ou est-ce que ce sera plus? Et dans ce cas-là, effectivement, les 500 millions risquent d'être un peu justes. Merci Rachel Crivellaro pour ces interviews et pour ce point en direct. Et à partir de demain soir, c'est une autre mesure qui entrera en vigueur chez nous, le couvre-feu de minuit à 5h du matin. Un couvre-feu qui est déjà d'actualité en France depuis hier soir dans plusieurs grandes villes. Là-bas, c'est 21h sur place, Adine Percept. Il est un peu plus de 21h, Paris s'endort déjà. Le couvre-feu est en place depuis hier soir pour 4 semaines au moins. Pour les Parisiens, c'est une course contre la montre pour raccourcir les journées et tenter de vivre quand même. Pas facile pour les commerçants. Moi, je passe des heures et des heures dans mon commerce. Ça représente environ 12 heures par jour. Pour moi, ça va être comme, pas le confinement parce que je peux travailler, mais boulot, dodo, et voilà, enfin, ça va se cantonner à ça. À Paris, on porte déjà le masque toute la journée. Le couvre-feu ajoute à la morosité des jeunes dans le quartier d'habitude bouillonnant de la rue Mouffetard. Des gens qui sont jeunes, là on est en train de pâtir d'une société qui devient de plus en plus compliquée et je pense qu'on aurait plus dû, pour des métiers, en tout cas pour par exemple le mien, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui pourraient faire ça, c'était généraliser plus le télétravail, l'imposer, plutôt que d'imposer un couvre-feu. Et je pense que le week-end, ça va beaucoup impacter le week-end en fait, surtout. Parce que le week-end, comme avec les bars, tout ça, normalement, ça marche bien, c'est animer le quartier. Puis là, avec le couvre-feu, les bars sont fermés, donc je pense que ça va toucher. Alors chacun tente de s'adapter. Cette friterie qui sert des burgers sauce Biki compte beaucoup sur les plateformes de livraison. Certains théâtres ont décidé d'avancer les représentations pour ne pas annuler les spectacles. Le musée Grévin, lui, doit fermer plus tôt, mais propose un rabais pour les entrées en fin d'après-midi. Nous restons ouverts, dernière entrée 19h, fermeture du lieu à 20h, ce qui laisse le temps aux personnes de rentrer chez eux avant 21h, ou bien évidemment on est ouvert dès le matin 9h, donc la plage quand même reste très large et on espère que ça permet d'oublier un petit peu toutes ces périodes compliquées. Grévin a perdu environ la moitié de sa fréquentation depuis le début de cette pandémie, mais le musée compte sur son public fidèle, français et belge, pour passer le cap. Et notez qu'en marge de ce couvre-feu, des manifestations ont eu lieu à Paris et à Marseille pour protester contre ces nouvelles mesures à l'appel du collectif Bas les masques. Ces manifestations ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre. Retour en Belgique avec le salon Bâti-Réno, Énergie et Habitat qui vient d'ouvrir ses portes à Namur malgré le contexte sanitaire. C'est l'un des rares grands salons à avoir été maintenu. Alors le public est-il au rendez-vous? Eh bien c'est ce qu'on voit avec Alexis Gonzalez. Les allées de Namur Expo n'ont jamais été aussi peu remplies lors d'un événement. Les mesures sanitaires contraignent les visiteurs à porter le masque, à mettre du gel et à rester à distance des exposants. Malgré ces conditions, certains ont quand même décidé de se rendre au salon. Marquage au sol, le masque, on peut se laver les mains, les gens font attention, les distances. Et puis, comme on disait juste avant, effectivement, il n'y a pas trop de monde, donc ça permet de garder bien ces distances. On vient d'acheter une maison, donc on aimerait bien pouvoir avancer et avoir des renseignements. Maintenant,
nous dérange absolument pas de devoir respecter les mesures de sécurité. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. Ça va, il faut s'y faire. On est déjà content d'être ici, donc c'est ça l'important. Pour les exposants, c'est un soulagement de pouvoir présenter ces produits, mais les conditions ne permettent pas une rencontre optimale avec les acheteurs. On n'a pas le droit de servir à boire sur le stand, on n'a pas le droit d'offrir des choses aux gens, donc je pense que c'est un peu contraignant. Après, il n'y a pas le choix, on fait avec, mais effectivement c'est un peu une contrainte. Ouais. Et en plus de ça, je pense que le climat actuel ne donne pas forcément envie aux gens de venir se promener sur un salon de la construction. Alors pour rassurer le public, les équipes du salon contrôlent en permanence le port du masque, l'affluence grâce à des capteurs et chaque stand dispose du matériel nécessaire de désinfection. Un protocole de nettoyage beaucoup plus intensif. Nous avons du personnel en constant ici qui ont la tâche de désinfecter toutes les zones de passage où les gens touchent les portes, touchent les clinches. Et oui, un système de protocole de nettoyage entre chaque jour de salon, aussi une désinfection. Nous sommes assimilés à des grandes surfaces ou des shopping centers et donc on doit respecter la règle de une personne par 10 mètres carrés. Malgré les mesures, le public n'est pas encore très présent. L'an passé, 13 000 visiteurs ont franchi la porte de Bâti-Rénault. 1000 personnes étaient présentes samedi. Dimanche matin, presque 500 personnes visitaient le salon. Une conséquence inattendue des mesures anti-Covid à présent. Dans les clubs sportifs, on a fermé les buvettes, mais aussi les vestiaires. Pas évident, donc, pour se changer, par exemple. Résultat, vous allez le voir, ça donne parfois des scènes assez cocasses en bord de terrain. Simon Brem. Il fait seulement 6 degrés ce matin à Welkenrath et pourtant les jeunes doivent enfiler leur équipement à l'extérieur. Les vestiaires sont fermés depuis cette semaine car ils représentent un risque élevé de propagation du Covid-19. Un peu compliqué, surtout qu'au niveau des températures pour le moment, il ne fait pas 25 degrés et au niveau de la gestion du matériel, voilà, les vareuses se retrouvent à terre qu'elles ont été lavées et les petits, heureusement que je les ai prévus de s'habiller à l'avance pour qu'ils puissent être déjà prêts le plus vite possible. C'est bizarre de se changer dehors, direct comme ça. Se changer, mais aussi parler tactique. Plus d'autre espace que le bord de terrain pour préparer le match. Aussi, la mi-temps a été réduite à seulement 5 minutes. C'est pas comme l'habitude, on n'a pas les fiches, on n'a rien. Je suis là avec un petit morceau de papier en train d'expliquer. Ce qu'ils comprennent ou pas, ça c'est toujours pour l'interrogation aussi. C'est pas facile, c'est toujours mieux de rentrer, boire un petit coup, manger un petit bout, une petite banane, un petit sucre ou quoi. Ça peut toujours aussi faire plaisir, se réchauffer, se remettre des idées en place. Et un peu sortir de ce contexte du match pendant 10-15 minutes. Mais ici voilà, après 5 minutes, c'est toujours difficile effectivement pour donner toutes les directives possibles. Les vestiaires sont fermés, les buvettes aussi, dans tous les clubs francophones belges, sauf en Brabant wallon. Outre le confort, c'est la convivialité qui en prend un coup. Il n'y a pas d'accueil du tout finalement. Comment voulez-vous les accueillir dans des conditions convenables? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Oui, on a quand même les sanitaires qui sont ouverts, c'est le strict minimum. Mais bon voilà, c'est sûr que les enfants avaient besoin de continuer à pratiquer du sport. Mais est-ce qu'on doit pratiquer le sport à tout prix s'il n'y a pas d'autres alternatives aussi? La fermeture des buvettes et des vestiaires est prévue pour 1 mois, avec des températures qui vont continuer à baisser. À voir si la motivation des jeunes à jouer dans ces conditions ne va pas elle aussi geler d'ici là. Dans la... Bonjour à toutes et tous. Les coureurs viennent de s'élancer pour la dernière grande classique de la saison cycliste, 104e édition du Tour des Flandres. Un tour un peu particulier puisqu'il n'y aura pas la ferveur populaire des années précédentes. Départ et arrivée à huis clos. Malgré cela, on s'attend à un duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Arrivée prévue entre 15h30 et 16h15 à Audenarde. Sport toujours et la suite ce dimanche de la 9e journée de Pro League. À 13h30, l'Antwerp se rend à Zulte Waregem. À 16h, Moucron reçoit Eupen. À 18h15, Charleroi se déplace à Genk et à 20h45, Anderlecht affronte Louvain. Hier, le Standard et le club de Bruges se sont quittés sur un partage 1-1. Gand s'est lourdement incliné 5-2 face au Cercle de Bruges. Large victoire du Berscott 6-3 contre Saint-Tron. Et puis Courtrai s'est imposé 1-2 à Malines. Dernier jour d'ouverture pour les cafés et restaurants ce dimanche. Ils doivent fermer durant 4 semaines. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement fédéral pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Des compensations ont été promises pour le secteur. Une réunion entre les autorités fédérales et le secteur se tient ce matin. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'une enveloppe de 500 millions d'euros sera débloquée. Dès demain, ne comptez plus sur les night shops pour vous dépanner après 20h. À partir de lundi, les magasins de nuit devront fermer maximum à 22h et ils sont interdits de vendre de l'alcool après 20h. Partout en Europe, de nouvelles restrictions. Interdiction de se réunir à Londres. Les écoles sont fermées en Pologne. Et puis en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a demandé à ses concitoyens de réduire
au maximum leurs relations sociales. En France, hier, c'était la première soirée de couvre-feu en Ile-de-France qui englobe Paris et 8 autres grandes villes, dont Lille, Marseille et Toulouse. À 21h, près de 20 millions de Français avaient l'interdiction de sortir avant 6h du matin, sauf dérogation. Voilà pour ces infos. Belle matinée à notre écoute.